Et donc, je vais vous accompagner durant cette deuxième et la troisième année, donc dans des cours théoriques où je vais donc apporter mon bagage théorique donc à votre formation qui, elle, verse dans la pratique. Et donc, vous faire partager donc les différents mouvements artistiques les plus essentiels donc de l'histoire de l'animation sur différentes périodes. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, j'ai l'impression. Ah c'est Raphaël, qui est donc bien là. Ok, merci. À l'instant. Voilà. Et donc, ça va être, ce sera donc entrecoupé de, en ce qui concerne l'évaluation, ça va être surtout des exercices écrits, puisque je vais aller vous chercher donc sur le terrain de la théorie, où ce seront principalement des textes autour de films d'animation. Donc, je vous demanderai d'analyser sur le plan de leurs éléments constitutifs, donc les références graphiques, leurs différentes approches en termes de style de dessin, de mouvement, l'approche du son, de la mise en scène, etc. Et que vous en parliez tout simplement sur, du point de vue de la façon dont ces éléments se combinent entre eux pour arriver à délivrer l'émotion que vous éprouvez en voyant donc ces œuvres. Donc en gros, comment est-ce que, de votre point de vue, ces œuvres parviennent à concilier le fond et la forme et fait que vous êtes touché par ces œuvres. En gros, ce que j'attends de vous, c'est tout simplement que vous exprimiez tout simplement votre passion, que vous soyez à même de mettre des mots sur votre passion, sur ce qui fait que vous aimez telle ou telle œuvre, etc. Donc, ça va être donc voilà, les exercices que je donne sont généralement selon un cadre assez large pour que vous puissiez vous approprier facilement l'exercice et que ça vous demande pas trop de temps, puisque mon but, évidemment, je suis tenu de vous évaluer, mais il ne faut pas non plus que ça se fasse au détriment de l'essentiel de vos travaux, qui est donc la création graphique, les rendus de travaux concrets. Donc, si jamais il y a un engorgement de rendus qui fait que vous êtes obligé de donner la priorité à des travaux graphiques et que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir prendre le rendu à la date prévue, je comprendrai tout à fait et vous ne serez pas pénalisé pour ça. Je suis plutôt coulant de ce côté-ci. Mais bon, voilà. Donc, pour les rendus, vous faites au mieux. Si jamais ce n'est pas à la date prévue, qui sera plus finalement indicatif qu'autre chose, c'est pas grave, quoi. Vous vous organisez comme vous le souhaitez, mais l'essentiel pour vous, c'est surtout les travaux graphiques, quoi. Voilà, donc moi, pour me présenter assez rapidement, donc j'ai fait l'ensemble de mon cursus universitaire à Montpellier jusqu'à une thèse de doctorat autour de la question du cinéma d'animation et de l'interrogation du réel. Et assez rapidement, donc, je me suis très vite senti mal à l'aise par rapport au côté très académique du côté universitaire, on va dire, dans ce qui concerne la transmission du savoir. Et donc, j'ai plutôt voulu partir sur quelque chose de plutôt axé sur la vulgarisation, en apportant donc mon bagage à des écoles privées. Et donc, pour venir combler, d'après moi, un manque dans les formations qui est d'amener véritablement les étudiants à regarder un petit peu dans le rétro et voir ce qui a été fait auparavant, de façon à bien contextualiser et remettre en perspective les œuvres et à les confronter donc à ce que l'on voit aujourd'hui et se rendre compte parfois que certaines innovations ne sont en fait que des réactualisations de questions esthétiques qui étaient déjà à l'ordre des années auparavant. Donc voilà, sachant que l'animation, c'est déjà en soi un puissant fond, qu'on ne sait pas trop par où commencer et qu'en plus, on vit dans un contexte, à l'heure des plateformes de streaming, où on n'a jamais eu accès à autant de contenu et donc finalement à être paumé devant toute cette offre. Surtout qu'en plus, les offres sont modulées par les algorithmes, donc qui nous maintiennent plus ou moins dans une espèce de zone de confort artistique, pour ainsi dire. Donc, c'est là que j'interviens et que je vais un petit peu donc vous bousculer artistiquement en essayant donc de vous amener à vous intéresser à des œuvres
que vous ne connaissez pas ou que vous n'auriez peut-être pas cherché par vous-même. Voilà. Donc, ça va être un panorama assez large pour cette année-ci. On va voir surtout donc, certaines des écoles artistiques principales, la question des techniques et de leur impact émotionnel dans leur singularité. Et puis, durant la troisième année, ce sera principalement des focus sur des œuvres, donc des filmographies plus précises, un peu plus poussées. Donc voilà en gros voilà comment les choses vont se passer. Donc si vous avez déjà des questions, des remarques. Okay. Oui. Oui. C'est un doctorat dans l'animation. C'est un doctorat que vous avez fait sur le théorique que vous regardez plus. Oui. Vous avez parlé que dans une école, vous avez fait de l'animation en parler. Non, moi c'est vraiment uniquement dans le champ théorique. Donc moi j'ai fait des études d'art du spectacle, mais je me suis toujours intéressé à l'animation depuis que je suis enfant, où j'avais été marqué donc par des œuvres de cinéma d'animation d'auteur qui m'ont fait sentir, j'avais 3-4 ans, qu'il y avait autre chose en fait que du Disney et du Tom et Jerry, quoi. Et depuis je me suis jamais arrêté en fait. Donc, j'avais déjà une culture de l'animation qui était bien fournie au moment où j'entrais à l'université. Et ne sachant pas trop quoi faire, j'ai poursuivi jusqu'au doctorat. Et je me suis dit, c'était l'occasion de faire tout un texte sur ma passion qui est l'animation. Donc, ça a été beaucoup de visionnage et d'analyse de films principalement. Donc, voilà, texte qui au passage est disponible sur le web. Vous tapez Bastien Cheval thèse, vous la trouvez, elle est en ligne. Et donc là, pour ce premier cours, on va commencer avec donc les pionniers de l'animation. Nous allons donc remonter à la source des projections d'images, donc au XVIIe siècle, avec ce qu'on appelait à l'époque les lanternes magiques, donc le premier dispositif donc de projection, qui étaient donc des images peintes sur plaque de verre et qui étaient donc enchâssées dans une lanterne magique entre une lentille et une source lumineuse, donc généralement une chandelle, qui permettait donc d'éclairer et de projeter sur un mur donc une image qui forcément était fixe, qui avait valeur d'instantané. Et donc il y avait déjà une projection émotionnelle sur cette image peinte et agrandie, et dans laquelle on pouvait voir un peu de mouvement par le frémissement de la flamme de la bougie. Et assez rapidement, donc, il y a eu un désir de projeter du mouvement, d'y intégrer directement du mouvement dans ces images. Ce qui va être le cas avec un système de coulisses, de façon à faire coulisser par effet de transparence et de surimpression donc certains éléments de l'image, ou alors de mettre en place des petits mécanismes qui permettaient donc de pouvoir faire pivoter certains éléments de l'image. Et donc, par ces effets de translation et de rotation, il y avait de nouveau une projection imaginative sur ces éléments mobiles et qui, dans l'esprit du spectateur, donc, prenait de très grandes proportions. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre le dessin d'un cheval que l'on faisait pivoter, donc le mouvement était extrêmement dépouillé, et pourtant, ça pouvait passer pour le mouvement d'un cheval qui galope à travers les plaines. Et donc, il va y avoir d'autres dispositifs qui vont naître justement, qui vont évoluer autour de cette fameuse lanterne magique. Et il va y avoir notamment un certain... Pardon ? Oui, pour que les autres puissent aussi suivre. Il va y avoir notamment donc un certain Robertson qui, en 1798, va mettre au point le fantascope et qui va être une lanterne magique améliorée avec 2 lentilles sur un chariot monté sur roue. Et en fait, ces 2 lentilles donc, permettaient d'obtenir des effets d'apparition et de disparition, des effets de métamorphose
notamment par effet de fondu enchaîné, donc le fait de faire disparaître un élément progressivement et de faire apparaître l'autre en parallèle, et aussi de pouvoir dédoubler un même objet dans l'espace, et donc essayer de lui conférer une espèce de profondeur par effet parallaxe. Donc. Et donc, il y avait aussi des effets de travelling, du fait que justement, c'était monté sur roue, c'était monté sur rail, donc on pouvait aussi faire des effets d'agrandissement, rapetissement, etc. Et sauf que le fantascope ne se limite pas uniquement à cette version améliorée de la lanterne magique, c'était vraiment tout un dispositif scénique complet qui intégrait des éclairages mobiles, la diffusion d'effets sonores, la diffusion de parfums aussi, et les images étaient projetées non pas sur un écran de tissu blanc ou sur un mur, mais sur un écran de fumée, c'est-à-dire donc sur une surface totalement instable et donc qui donnait des allures presque fantomatiques aux images, puisque les spectacles de Robertson avaient lieu dans le cadre de fantasmagorie, c'est-à-dire des spectacles à l'imagerie macabre avec des spectres, des fantômes, etc., et qui jouait notamment sur l'atmosphère des lieux où se déroulait la performance, en l'occurrence le couvent des Capucines à Paris, dont les murs étaient couverts de bas-reliefs mortuaires avec des ossements et des crânes. Donc on jouait sur l'atmosphère même des lieux pour contribuer à l'immersion, puisque là on n'est plus sur une démonstration technique qui est centrée sur elle-même, on est vraiment sur une expérience multisensorielle qui assaillit vraiment le spectateur de toutes parts, en faisant appel à la vue, à l'ouïe, l'odorat. Et donc Robertson apparaissait sur scène vêtu à la manière d'un alchimiste et qui se présentait donc comme quelqu'un capable de ressusciter les morts, et il posait des questions aux spectateurs en leur demandant est-ce que vous voulez revoir un proche disparu, et telle personne disait je voudrais revoir ma fiancée, l'autre disait je voudrais revoir mon grand-père, et donc il allait piocher dans une série de portraits, donc encore une fois peints sur plaque de verre, donc qui le projetait sur cet écran de fumée en faisant donc appel à différents effets de dédoublement, de flou, etc., de façon à donner à ces portraits dessinés quelque chose de suffisamment vague, de suffisamment schématique pour que les gens derrière puissent y projeter véritablement le visage de leurs proches disparus. Et donc voilà, même si on peut considérer ça comme de la roublardise de la part donc de Robertson, qui se présentait vraiment comme un illusionniste, qui par définition refuse de révéler ses trucs, il disait que le but c'était pas de tromper les spectateurs, mais au contraire de les rendre plus vigilants, en disant que justement ils doivent faire attention à ne pas perdre leur jugement dès lors que l'émotion les submerge et les pousse à croire n'importe quoi. Même si on peut trouver ça un petit peu on peut trouver que c'est une façon de se rattraper par une pirouette, parce que c'était vraiment un véritable homme de spectacle. Ceci étant dit, donc, ce type de spectacle s'inscrivait véritablement dans cet état d'esprit donc de la fin du XVIIIe siècle et surtout le XIXe, sur cette volonté de chercher à conjurer les angoisses de la mort, chose que l'on a retrouvée avec l'invention de la photographie, notamment cette idée de vouloir préserver ce qui n'est déjà plus, c'est-à-dire vraiment un instant présent qui est déjà figé dans un passé éternel. Il y a eu la publication aussi, 2 ans plus tard, du roman Of Frankenstein de Mary Shelley. Donc encore une fois, l'idée de conjurer la mort, de tricher avec la nature en essayant carrément de ressusciter des morceaux de cadavres. Et puis, il y aura la création aussi du fusil photographique, qui permettait donc de prendre en rafale un sujet de façon à obtenir la décomposition des différentes étapes d'un mouvement en vue de pouvoir capturer le dit mouvement et de pouvoir l'étudier. Et puis, il y a l'arrivée des premiers jouets optiques. Donc, là, on va commencer à rattacher la chose à l'animation. Parmi ces jeux optiques, on peut citer le cas du zoetrope, donc voilà, qui se présente sous la forme d'un tambour rotatif dont les différentes parois sont pourvues de fentes à intervalles réguliers. Et à l'intérieur de ce tambour, on va enchasser une bandelette de papier sur laquelle se trouvent 12 images
d'un mouvement mis en boucle. En fait, on faisait tourner donc le tambour et on regardait à travers les fentes sur les parois qui faisaient alors office d'obturateur, ce qui fait qu'on avait véritablement l'impression de voir une image en mouvement. Et parmi ces différents pionniers, il y a le cas d'un Français, un certain Émile Reynaud, qui va donc créer le praxinoscope en 1877, donc qui reprend le principe du tambour rotatif comme le zootrope, sauf que cette fois-ci, il va supprimer l'obturateur. À la place, donc, il va y avoir un axe central qui va tourner en même temps et sur lequel on va apposer en façade des petits miroirs sur tout le pourtour, ce qui fait qu'au moment de faire tourner l'appareil, on va voir donc se refléter dessus l'image en mouvement avec une parfaite continuité cinétique sans avoir le côté haché de l'obturateur. Donc c'était déjà une petite innovation en son temps. Et à partir de là, Reynaud va pousser l'expérimentation autour de ce principe en créant en 2 ans plus tard, donc en 1879, le praxinoscope théâtre, dans lequel on va désormais pouvoir incruster une animation mise en boucle, toujours avec le même principe, dans un décor. Et la fusion va se faire donc au travers d'une petite lucarne qui sera donc un miroir sans teint. Donc on peut presque parler de l'ancêtre de l'image composite, c'est-à-dire véritablement partir de sources différentes pour ensuite les unir et ne former plus qu'une, avec donc un décor interchangeable et un sujet animé donc qui était sur fond noir et qui ensuite était reflété par la source lumineuse et qui donc était reflété par le miroir sans teint. Ensuite, en 1880, il va aller encore plus loin en créant le praxinoscope théâtre, où là, cette fois-ci, ça va être un véritable appareil, le praxinoscope à projection, dans lequel, cette fois-ci, ça va être un double projecteur avec un pour le décor, l'autre pour l'animation, qui n'est plus cette fois-ci sur une bandelette de papier, mais sur une série de plaques de verre peintes. Donc, il faut enchasser, donc évidemment dans le bon ordre, dans la nouvelle structure rotative. Où là, on voit que ça commence à aller beaucoup trop loin par rapport justement à la dimension très réduite narrativement parlant, puisque c'est un seul mouvement en boucle. Mais le Reynaud donc, se rend compte qu'il y a quelque chose à faire pour parvenir à élever son praxinoscope au rang d'appareil pour une projection publique. Et c'est en 1892, donc 3 ans avant le cinématographe lumière, qu'il va créer le théâtre optique, qui est une espèce de praxinoscope géant. Sauf que là, cette fois-ci, c'est plus une seule bandelette de papier, c'est bien une histoire complète avec un début, un milieu, une fin, donc dessinée image par image sur une très longue bande de gélatine, avec un système de perforation entre chaque image, et qui va donc être déroulé sur une espèce de grand châssis, entraîné donc par une roue dentée, donc exactement comme pour le système de perforation qui aura lieu pour la pellicule cinématographique, sauf que là on est 3 ans avant l'invention du cinématographe, et avec encore une fois un énorme axe rotatif avec toujours les petits miroirs en façade, et qui va donc être projeté sur un écran géant, et cette fois-ci face à un public, où donc le film s'enroule autour de 2 bobines disposées de part et d'autre donc du châssis, et que Reynaud va actionner à la main. Et c'est ainsi donc que naissent ce qu'on va appeler les pantomimes lumineuses, qui seront donc les premières séances d'images animées projetées pour un public et qui vont raconter une histoire
3 ans donc avant l'invention du cinéma. Et là, je vais vous montrer une reconstitution donc sur film d'une de ses créations donc d'Émile Reynaud, qui s'appelle Pauvre Pierrot. Merde. Ouais, donc ça, c'est la fameuse gravure qui montre Reynaud avec son théâtre optique.
Donc là, ce que vous venez de voir, c'est donc une reconstitution sur film de Pauvre Pierrot, sachant que aucune séance de pantomime lumineuse n'était identique à la suivante, étant donné que donc Reynaud s'occupait des différentes séances qui avaient lieu au musée Grévin. Mais il ne se contentait pas d'être simplement opérateur, il devait aussi agir en tant qu'artiste, notamment en jouant sur les effets de va-et-vient et sur, c'est lui qui dictait le tempo finalement des différents personnages à la main. Et donc nous avons le début du film, nous avons Arlequin donc qui escalade le muret pour arriver dans le jardin de Colombine. Eh bien, durant certaines séances, on pouvait déclencher un bruit et ensuite rembobiner la bande pour qu'on montre Arlequin qui se réfugie en pensant qu'il a été repéré, avant de réavancer la bande, mais cette fois-ci beaucoup plus lentement pour montrer le personnage descendre le mur de façon avec plus de précaution, etc. Et de même, on pouvait jouer sur le va-et-vient du mouvement de Pierrot en train de boire pour en faire un personnage plus ou moins ivrogne à ce moment-là. Ou alors, parfois, il pouvait y avoir des répétitions de mouvements en fonction de la réaction donc, du public pour la seule beauté du geste. Et c'était vraiment un spectacle complet, donc avec du mouvement, de la couleur, de la musique, avec une partition qui a été spécialement composée pour le film et qui était donc jouée en direct par un pianiste. Et il y avait aussi l'intégration donc d'effets sonores, dont certains pouvaient être intégrés à même la bande image, comme par exemple les images clés, pour reprendre donc un vocable d'animateur, qui montre Arlequin en train de frapper Pierrot avec son bâton. Eh bien, ces images étaient serties d'une fine lamelle métallique flexible, ce qui fait qu'au moment où ces images étaient projetées, eh bien, ça fermait un petit circuit électrique tout simple qui allumait un électroaimant, ce qui repoussait donc un petit marteau qui venait taper sur une planchette à côté, ce qui fait qu'en allant et en venant à chaque fois sur cette image, eh bien, le bruitage se déclenchait. Et donc, on avait de ces petites innovations qui avaient lieu, donc, encore une fois, avant que le cinématographe lumière fut inventé. Oui. Quand on regarde la vidéo, je ne sais pas si je sais pas vraiment pourquoi, il y a un passage, ils sont un peu transparents. En effet. C'est parce que c'est sur des flaques de verre. Oui. Ben oui, enfin sur des bandes de gélatine, parce que donc c'était directement dessiné et peint sur gélatine. Et ce qui d'ailleurs posait énormément de problèmes à Reynaud, étant donné que déjà il avait malheureusement signé un contrat d'exclusivité avec le musée Grévin, donc d'une part il ne pouvait pas présenter son spectacle ailleurs, et de plus il était vraiment tout seul, c'est-à-dire qu'il était tenu de faire 6 heures de représentation par jour, mais aussi de renouveler le spectacle, c'est-à-dire en écrivant et en dessinant de nouvelles histoires, et aussi d'entretenir son matériel, sachant qu'une bande de gélatine, c'est extrêmement fragile. Et ça n'est pas du tout prévu pour être manipulé par des effets de va-et-vient au travers donc de petits crans qui viennent s'insérer dans des perforations. Donc assez souvent, la bande finissait par se déchirer, se casser, et il devait donc les réparer. Au bout d'un moment, il a fini par obtenir l'embauche d'un opérateur qui assurera donc le spectacle à sa place, ce qui permettra donc de renouveler un petit peu le répertoire. Sauf qu'en 1895, il y a eu le cinématographe lumière. Et là, il y a eu une espèce de rupture totale dans le rapport magique que l'on pouvait avoir à l'image, puisque là, cette fois-ci, il n'y avait plus cette projection imaginative. Désormais, il y avait la réception directe de la vie telle qu'on l'éprouvait, et qui était saisie dans son ensemble. On avait vraiment une image qui respirait la vie à travers notamment l'effet de masse bouillonnante qu'on pouvait retrouver dans les premières bandes des Frères Lumière, c'est-à-dire la masse des ouvriers qui sortent des usines Lumière. Ça pouvait être aussi la vapeur du train qui arrive à la gare de La Ciotat, et les feuilles des arbres qui bougent sur la séquence du déjeuner de bébé,
où les gens étaient étonnés en disant « mais regardez, les feuilles des arbres bougent ». Vraiment, on avait la vie qui s'exprimait là, et les gens étaient surpris de voir qu'ils n'avaient plus à convoquer d'eux-mêmes le mouvement du monde, puisque la vie leur était directement offerte sur un plateau, pour ainsi dire. Et donc là, il n'y a plus ce rapport magique à l'image, il y a eu l'acclamation du progrès scientifique qui a su capturer véritablement ces moments de vie. Et donc, ça va totalement donner un mauvais coup au spectacle d'Émile Reynaud, qui va rapidement rejeter en bloc le cinématographe, qu'il considère comme une machine anti-esthétique, anti-poétique par excellence, mais qui va néanmoins essayer de répondre à la demande du musée Grévin, essayer de se renouveler à travers une expérience qu'il va toujours mener donc là-bas, une expérience qu'il va appeler photopeinture animée, et qui peut être considérée comme une sorte d'ancêtre de la rotoscopie, donc technique sur laquelle on finira par venir au cours de cette année, et qui consistait donc à partir d'une séquence préalablement filmée avec deux comédiens, donc en l'occurrence un numéro de clown, et que Reynaud va ensuite rehausser à la peinture en peignant directement sur la pellicule, image par image, pour donner à l'ensemble donc les allures d'une peinture vivante. Donc voilà, partir donc de cette base photographique pour en tirer quelque chose de pictural en mouvement. Et d'après donc les quelques articles de presse qui ont fait l'écho donc de ce spectacle, ça a été un gigantesque flop. Ça n'a pas du tout marché. C'est-à-dire que d'un côté, les habitués des pantomimes lumineuses ne retrouvaient plus la légèreté et la délicatesse du dessin de Reynaud. Ils voyaient quelque chose de lourd, d'assez empesé, de très maniéré. Et puis, les adeptes des vues lumière se demandaient pourquoi avoir recouvert la vie d'une espèce couche de peinture pour quelque chose de très académique et d'approximatif, etc. Enfin bref, c'est-à-dire qu'on avait vraiment la confrontation de la reproduction mécanique du mouvement, de la prise de vue directe, et de la création de mouvements par la matière, peinte ou dessinée, qui se sont parasités les uns les autres et qui, à l'arrivée, n'insatisfait absolument personne. Et donc, quand on abordera la question de la rotoscopie, on va voir justement que déjà, il y avait cette espèce de rapport exclusif à l'image, à savoir que l'on peut apprécier l'image animée et la prise de vue directe, chacun pour leurs propriétés expressives respectives, mais dès qu'il s'agit de combiner les deux, il y a une espèce de truc qui fait que ça coince. Et à partir de là, le théâtre optique et les expérimentations de Reynaud vont être retirées de l'affiche. Il va essayer donc de redresser la barre, notamment en retournant auprès de ses praxinoscopes, avant de se rendre compte que les jouets optiques sont complètement dépassés de mode. Et à l'arrivée, donc, il va passer le reste de sa vie en tant que secrétaire dans un bureau de notariat pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, avant d'être frappé par une congestion cérébrale qui va le rendre complètement KO et faire qu'il va s'éteindre 2 ans plus tard dans une indifférence générale. Et il a fallu attendre la fin des années 80, début 90, pour qu'on redécouvre son travail et qu'on finisse par lui redonner la place, à savoir l'homme qui a inventé le film d'animation avant que le cinéma n'existe. Puisque, évidemment, durant ces dernières périodes, dans un accès de rage et de désespoir, il a éclaté à coups de masse son dernier théâtre optique et il s'est débarrassé de tous ces films en les balançant dans la Seine. Si bien qu'on n'a que 2 films qui restent à ce jour, Pauvre Pierrot et Autour d'une cabine, qui est une comédie autour d'une cabine de plage, et c'est tout. Et donc, arrive le cinématographe, qui va donc définir véritablement le standard de l'image en mouvement. Et donc, à ce moment-là, se pose la grande question, qui a fait le premier véritable film d'animation dans le cinéma?
Bah, la réponse, c'est que on ne sait pas. On ne sait pas parce que on a perdu énormément de films et d'archives sur toute la période qui date d'avant 1927. Je crois que c'est dans l'ordre des 70-80% des films qui ont été créés qui ont disparu. Sachant que la plupart des recherches en matière de trucage cinématographique se sont faites de façon très empirique par des gens qui étaient dispatchés tout autour du globe. Donc, c'est difficile de savoir à qui attribuer la paternité de tel ou tel principe, notamment dans le principe de l'image par image, où un jour, il y a des gens qui se sont rendus compte que si on regarde la pellicule d'un film, on constate que le mouvement n'est du fait qu'il y a une petite différence à chaque fois, donc d'une image à une autre, et que si on part du principe qu'on prenne un objet et qu'on fait en sorte de n'enregistrer qu'une seule image, qu'on déplace un petit peu cet objet, qu'on prend encore qu'une seule image, en principe, à la projection, on devrait avoir l'impression que l'objet se déplace tout seul. On n'a qu'à essayer ça, et donc les gens essayaient ça, et ils se rendaient compte que ça marchait. Et ils ont été, voilà, c'est le principe du stop motion, et on a eu donc plusieurs expérimentations qui ont été faites ici et là, éparses. Quant à la question de savoir qui a été véritablement le premier, déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend derrière la notion de premier. Est-ce que c'est celui qui a découvert le procédé en tant que tel, ou est-ce que c'est celui qui a su se faire connaître médiatiquement à travers celle-ci et à travers son œuvre, et qui a suscité, donc qui a servi de modèle pour tout le reste, etc., sachant qu'on peut découvrir d'autres œuvres rétrospectivement. Et la plus ancienne séquence qu'on a retrouvée à ce jour, elle date de 1899 et elle s'appelle Matches an Appeal, et qui est donc un segment d'un film de propagande qui appelle donc les gens à acheter et à fournir des allumettes pour les soldats britanniques lors de la guerre des Boers. Donc un film réalisé par un certain Arthur Melbourne Cooper, sur lequel on n'a que très peu d'informations, qui aurait réalisé environ une trentaine de petits films institutionnels de ce type. Et donc voilà, ici, avec des figurines en allumettes et qui dessinent un message. Voilà, là pour l'instant, c'est la séquence donc animée en stop motion, donc image par image, la plus ancienne qu'on ait retrouvée. Alors, il y a donc eu la perte des films, et il y a aussi la théorie selon laquelle il y a eu une espèce de période de flottement pour des questions d'ordre technique, puisque je rappelle qu'on était sur des caméras qui étaient actionnées à la main. Donc, il fallait réussir à avoir le bon tour de manivelle pour faire en sorte de n'avoir qu'une seule image, faire en sorte que celle-ci soit bien calibrée, qu'il y ait un bon temps d'exposition. Donc, ça expliquerait pourquoi il y a eu cette espèce de petite période de flottement entre 1899 et les années, on va dire, 1905-1906, où on a commencé à voir apparaître de plus en plus de films faisant appel à l'image par image. Alors évidemment, durant cette période, il y a surtout eu l'avènement du style de Georges Méliès, alias le parrain des effets spéciaux donc, de l'histoire du cinéma. Donc Méliès, qui au départ est illusionniste et qui voyait dans le cinéma une façon de relayer ces différents spectacles de magie en les filmant, en les captant, avant de se rendre compte que la caméra pouvait être un outil de création à part entière pour créer d'autres effets magiques, notamment à travers le truc de l'arrêt caméra, c'est-à-dire arrêter une action à un moment clé et ensuite la reprendre à un autre moment clé pour créer des effets d'apparition, disparition, métamorphose, etc., quitte parfois à faire les bases du montage, c'est-à-dire couper avec des ciseaux, puis recoller avec du scotch certains passages pour qu'on ait une synchronisation vraiment parfaite dans une pure logique illusionniste, c'est-à-dire avoir une succession d'actions très précises, mais qui sont agencées de sorte à ce qu'on n'ait qu'un seul mouvement extrêmement fluide et qui vise à émerveiller les gens. Et donc, c'est ce que Georges Méliès va développer durant sa carrière cinématographique à travers des effets d'arrêt caméra,
des effets de surimpression et d'incrustation aussi, et ce qui va donc susciter beaucoup d'imitateurs, notamment du côté de la firme Pathé, qui va produire des films à trucs à la façon de Méliès, mais sur un rythme industriel, donc sans la poésie et le merveilleux qui caractérisent donc celle de celui qu'on appelle le magicien de Montreuil. Et parmi ces copieurs, on peut citer un nom, qui est celui de Segundo de Chomón, donc opérateur d'origine catalane, qui lui va commencer sa carrière cinématographique en tant que coloriste, puisqu'il y avait déjà donc des ateliers de colorisation où on colorisait donc les films au pochoir directement sur la pellicule, donc photogramme par photogramme. Et celui-ci donc va ensuite entrer au début des années 1900 chez Pathé, donc en tant qu'opérateur, où il va travailler donc sur des films qui plagiaient ouvertement donc les films de Georges Méliès. Sauf que par la suite, il va véritablement commencer à se détacher pour développer son propre style. Et donc sachant que lui, c'est véritablement un technicien de formation, et lui va véritablement mettre cette technicité qui va pousser encore plus loin que Méliès à travers l'utilisation donc de différents effets optiques de caméra, en faisant appel à la lumière électrique, à différents effets de scène, etc. En jouant aussi sur la pellicule inversée, le fait donc de filmer et ensuite de repasser le mouvement à l'envers, etc. Donc là où Méliès avait pris la caméra comme outil pour créer des effets magiques, eh bien, de Chomón, c'est un peu celui qui va prendre cette magie pour les élever au rang d'effets techniques, d'effets spéciaux à part entière, dans un contexte vraiment industriel et organisé, comme pouvait l'être Pathé. Et parmi ces différentes expérimentations, il va y avoir notamment la stop motion, qu'il va utiliser dans certains de ses courts-métrages, comme je vous mets les références, vous pourrez les chercher par vous-même. Le théâtre de Petit Bob, qui met en scène donc des poupées qui s'animent d'elles-mêmes. Ou encore Sculpteur moderne, avec des tableaux, des gravures et des statuettes de cire qui prennent vie, donc par le recours à l'image par image. Donc voilà, il y avait quelques expérimentations éparses qui avaient lieu durant cette période des années 1900. Et là, donc, nous allons arriver véritablement à la question du dessin animé en tant que tel, qui va être vraiment le modèle sur lequel va se bâtir ce type de cinéma image par image, qui va donc se bâtir aux États-Unis à partir donc du milieu du comic strip, c'est-à-dire donc du gag en bande dessinée en une seule bande, à travers donc une petite industrie parallèle qui va s'établir non pas à Hollywood, mais à New York. Parce que la ville de New York, c'est à elle seule, donc fin 19e, début 20e, c'est à elle seule une trentaine de journaux quotidiens qui se font concurrence, ce qui permet d'avoir tout un vivier d'artistes, de caricaturistes et auteurs de BD donc à disposition, et qui vont former donc la première vague donc, des animateurs pour des films qui, pour la plupart, adaptaient donc les personnages de comic strip, donc en dessin animé, dans un échange de bons procédés publicitaires, puisque ça permettait de pouvoir fidéliser un public qui était déjà fan de ces personnages, et en même temps donc de pouvoir initier d'autres personnes à ces personnages, puisque ça permettait de faire la promotion du journal en question qui est publié. Donc voilà, c'était gagnant-gagnant. Mais globalement, il n'y avait pas de considération particulière de la part des animateurs pour ce type de production, puisqu'en fait, pour la plupart, c'était une succession de gags sans véritable cohérence. Il n'y avait pas véritablement de fil conducteur ni de scénario, tout au plus quelques notes écrites sur le déroulement global des séquences, mais chacun faisait un petit peu
sa séquence de son côté, puis ensuite on raccordait le tout et on avait un film. Voilà, sachant que le mot d'ordre de la part des distributeurs, c'était de faire en sorte que le spectateur se marre à chaque mètre de pellicule, rapport au fait que les bandes des films étaient facturées au mètre. Et pour les et vraiment pour les animateurs qui passaient assez souvent d'une structure à une autre, il n'y avait pas vraiment de volonté de fignoler quoi que ce soit. C'est pas grave si un personnage change de style graphique d'une séquence à une autre, ça n'avait pas d'importance. L'important, c'était qu'à l'arrivée, le spectateur se marre, sachant que donc les dessinateurs étaient payés au forfait, c'est-à-dire en fonction du nombre de dessins qu'ils effectuaient à la journée. Donc, que le film soit diffusé ou pas, à la fin, ça changeait absolument rien pour eux. Pour eux, c'était juste une activité parallèle pour arrondir leur fin de mois. C'était pas une forme, c'était pas de l'art pour eux. C'était juste, c'est juste une production supplémentaire pour le journal, quoi, mais pour les salles de cinéma. Donc c'est pour ça que les cartoons des premiers temps sont intéressants sur le plan historique, mais pas très intéressants sur le plan artistique. Et donc, parmi ces auteurs, il y a un certain James Stewart Blackstone, qui lui donc est caricaturiste de presse et qui était aussi un homme du musical, puisqu'il se livrait aussi à des prestations qui s'appelaient le Lightning Sketch, donc qui était un numéro de musical extrêmement populaire à ce moment-là, et qui était un caricaturiste sur scène qui devait tracer un dessin à la vitesse de l'éclair, d'où le titre Lightning Sketch, et qui accompagnait donc tout ça d'une narration où, en seulement quelques traits, eh bien, il changeait complètement le sens du dessin, qui forcément était extrêmement simple, extrêmement dépouillé, mais qui petit à petit gagne en détail et en complexité. Donc c'était vraiment la virtuosité du dessinateur qui était à l'œuvre, avec donc ce dessin qui gagnait en densité petit à petit, qui pouvait être modifié, qui pouvait être métamorphosé par seulement quelques traits. Et c'est en s'inspirant donc de ce numéro de musical qui va créer donc un film en 1900 qui s'appelle The Enchanted Drawing, donc le dessin enchanté, où on voit donc Blackstone sur scène en train de dessiner le portrait d'un bonhomme et aussi une bouteille et un verre qu'il va extraire du tableau pour ensuite se servir un verre, le reboire, le remettre en place, etc. Donc là, et ce qui va évidemment changer les expressions faciales du bonhomme qu'il a dessiné. Donc là, évidemment, on n'est pas encore sur de l'animation à proprement parler, on est sur le truc de l'arrêt caméra mis en place par Méliès, mais il y avait déjà, on va dire, la base, j'ai envie de dire, du dessin animé, donc le fait de partir véritablement du dessin qui est donné en tant que tel et essayer de lui conférer une vie, un mouvement à travers une succession d'actions. Bon, voilà, c'est à travers une succession de blocs d'actions, un truc monobloc, donc extrêmement figé, où il y a une action donc du dessinateur qui entraîne une réaction. Et par la suite, donc, c'est en 1906 qu'il va réaliser ce qui sera considéré comme le premier dessin animé de l'histoire du cinéma, Humorous Faces of Funny Faces.
Oui. Ancienne salle des conférences. Déjà, je pense que je vais déjà faire tout le mois d'octobre. Et ensuite, un coup de fil, le paye et le second coup, encore une fois, les billets de train qui soient être pris en charge, parce que je peux passer. Donc voilà, après, je verrai, j'aurai ajusté la connexion. Donc ça ira dans la mesure du possible par rapport du présentiel, parce que oui, voilà, parce que je oui, dans le reste, pas sûr que vous êtes là aujourd'hui, je suis content qu'ils Ah mince, merde. Ah oui. Je vous laisse. Alors attendez, je recommence. Là, c'est bon? Alors, voilà pourquoi j'aime de moins en moins le... Tac. Là, c'est bon? Vous voyez? On voit pas aussi votre caméra. Ah bah génial. Attendez, j'arrête le partage d'écran. Tac, tac. Je recommence. Ouais, c'est bien ça pourtant. Tac. Toujours rien? Non. Merde. Ok, alors. Pardon? C'est pas. Alors attendez, bah, je vais quitter le live et je vais y revenir, hein. Là. Est-ce que là, vous voyez ma caméra? Ok. Bon, alors, je vous mets... Fanny. Voilà, je vous mets le nom du film en question. C'est quand même un peu emmerdant si on peut pas, si on peut plus rien diffuser. Qui s'appelle donc Humorous Phases of Funny Faces. Donc voilà, de James Stewart Blackton. Et alors attendez, je vais retenter. Est-ce que vous avez quelque chose qui apparaît? Non. Ah. Ah. Oula. Alors ça, c'est donc quelqu'un d'autre qui a... Ok. Ok. Bon, bah, oui, bah allez du coup. Bon, on est sur un film muet, donc ça va, c'est pas grave s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas le son.
Alors, oui, la question est, comment on fait pour la couleur dans une poche? On peut faire de la couleur dans une poche. On ne fera jamais de couleur dans une poche. On a un système d'estimation de couleur sur les UV, sur les UV. On va. Alors, non, pas les UV de la lumière, pas les UV du soleil. Les UV en 3D, c'est pas ce que c'est. Voilà. Donc, je vous montrerai ce que sont les UV. Et c'est une autre façon d'assigner les choses sur un modèle 3D. En gros, vous utilisez l'origine. Vous savez, la garde de papier, enfin, les UV, c'est l'inverse. On est dans le modèle 3D, puis vous multipliez pour mettre un plat. Donc, il y a un plat, vous faites un dessin dessus, ce dessin vient se reporter sur le UV. C'est comme ça que vous allez faire les textures. Les UV sont le principe d'assignation des coordonnées du texture. Tu vois, ça ne fonctionne pas du tout avec des UV, ça fonctionne avec des couleurs réflexes. Et là, ça devient très, très, très bon. Donc, on a un logiciel qui est extrêmement puissant pour faire ça, nous verrons pour l'année, ça s'appelle Substance Manager. Et ce n'est certainement pas avec cette approche que vous faites. C'est décevant. Ok. Demain, vous allez commencer à bien jouer avec logiciel. Ok. Donc là, vous avez pu voir le film en question. Donc là, c'est aussi qui reste toujours sur cette logique illusionniste, donc où on a l'acte du dessin qui est au cœur même de la proposition. Donc, où on va montrer de quoi est constitué le sujet, à savoir la craie sur tableau noir, avec donc la main du dessinateur qui finit par s'écarter, donc pour laisser parler entre guillemets donc ces dessins. Donc, où on a la prise de vue directe, donc qui définit le point de départ et qui ensuite s'efface pour laisser s'épanouir les créatures dessinées qui ne peuvent s'épanouir qu'au travers donc de l'image par image, où on va véritablement mettre l'accent sur la matière qui la compose, c'est-à-dire la craie qui est impitoyablement balayée entre les différentes séquences. Et 2 ans plus tard, donc, nous avons un Français, un certain Émile Cole, donc caricaturiste, dessinateur de presse, affichiste, décorateur de théâtre, qui, lui, va créer donc en 1908 un court-métrage intitulé Fantasmagorie. Donc, alors qu'il a déjà donc toute une carrière accomplie derrière lui, il a 56 ans lorsqu'il réalise ce premier film, qui sera donc le premier d'un total de 300 dessins animés, donc jusqu'au milieu des années 1920. Alors, je vais quand même réessayer, retenter le partage d'écran, parce que là, ça commence à être un peu... Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose? Toujours pas.
connecté au réseau par câble, c'est juste par le Wi-Fi. Non, oui. Ah bon. Pourtant, ce matin, ça c'est. Ah, mais non, oui. Non, ce matin, c'était en présentiel, c'était pas. Bon. Bah, vas-y, tu peux lancer. Oui, puisque forcément, c'est Théo qui partage directement son écran, puisque moi, apparemment, ça ne marche pas. Donc là, vous voyez qu'on est sur un film qui repose donc encore une fois sur le même dispositif, donc sur le dessin qui est pris en tant que sujet propre. De base, mon pinceau, il a quelque chose de 61 points. Et cette machine, en fait, fait que mon trait est très vieux. C'est, bref, énorme. Si je baisse le calme, alors c'est bon. Moi, je sais que j'utilise énormément cela. J'ai build-up avec cette fonction-là. Et ça, c'est encore une fois, celui-là, c'est d'accord. Vous avez bien compris qu'avec le focus shift, vous pouvez aussi faire des changements. Je ne vais pas toucher la tête du pinceau, je vais pas changer le pinceau. Je vais plus réajuster. Ouais, donc Phantasmagorie est un peu considéré comme le concurrent donc de Humorous Phases, où on a donc les Américains et les Français qui s'affrontent pour savoir qui a la paternité donc du premier dessin animé, où forcément du côté français, on estime que les Américains, ils ont trouvé le procédé en lui-même, mais qu'en France, on a trouvé le langage, puisque pour le coup, Phantasmagorie, c'est véritablement la proposition de la base même de l'image animée, c'est-à-dire la métamorphose, le fait donc de passer d'une forme à une autre, sans que ce soit nécessairement un effet de montage ou un effet narratif. Et donc, nous avons une succession de métamorphoses perpétuelles qui sont menées, qui sont improvisées véritablement par Cole durant ces 2 minutes, où par transition graphique, eh bien, on peut passer d'absolument tout à n'importe quoi, comme par exemple eh bien, un éléphant qui va devenir un coin de rue avec un réverbère, par exemple. Et une bonne partie donc de la filmographie d'Emile Cole va reposer sur ce principe de jeu de métamorphose perpétuelle, de figuration libre, totalement détachée donc de toute logique, ce qui amènera rétrospectivement André Breton et les surréalistes de considérer Emile Cole comme le premier surréaliste en puissance, au travers donc de ces films qui se veulent justement être un peu la révélation donc des faces cachées du monde, avec pas mal donc d'introductions en prise de vue directe, comme par exemple un patient qui se rend chez son médecin, qui commence à examiner le trou de son oreille, et à ce moment-là, on a une vue en iris avec donc la séquence animée d'Emile Cole qui prend place, où on découvre donc ce qu'il y a à l'intérieur donc de la tête du patient en question. Donc c'est un peu ce genre de proposition où le monde du dessin animé est perçu comme quelque chose, donc évidemment, qui va à l'encontre de la logique du monde, qui fascine et qui terrifie donc les personnages humains donc des films d'Emile Cole. Et donc là, pour Phantasmagorie,
nous avons droit donc à ce petit personnage qui s'appelle le fantoche et qui est dessiné de façon très dépouillée comme un dessin d'enfant, mais qui par sa simplicité graphique fait qu'il est d'autant plus ouvert à toutes les métamorphoses possibles et imaginables. Et donc voilà pour ce qui va former véritablement l'ADN même du dessin animé. Et donc là-dessus, donc on en revient au cas donc américain, qui était donc dominé par les adaptations de comic strip, où justement c'est une application extrêmement limitée des principes du dessin animé, puisque comme vous le savez, un personnage de bande dessinée n'a pas du tout été pensé pour être mis en mouvement, par définition. Et que pour peu que le trait soit irrégulier ou qu'il ait pas mal de détails, de hachures, etc., si on essaie de retranscrire tel quel en dessin animé, on va avoir quelque chose de très surchargé, de très fouillis, de très tremblotant, qui fait que ça va pas passer. On est obligé d'affiner, de simplifier pour que le personnage puisse garder son unité graphique et faire en sorte qu'il bouge de manière vraisemblable. Et donc, on est obligé de passer par une forme d'appauvrissement du graphisme, quoi qu'on fasse. Et on peut parler, par exemple, d'un personnage comme Krazy Kat, qui est considéré comme l'une des œuvres phares de l'histoire de la bande dessinée, et qui aura connu près de 5 déclinaisons différentes en dessin animé. Et seule la dernière respecte à peu près le trait original de l'auteur George Herriman. Et pour le reste, on va avoir toute une série donc d'interprétations des dessins animés où le personnage n'aura vraiment plus rien à voir avec la version originale. Ou dans les premières versions, Krazy Kat va surtout ressembler à un singe. Ensuite, par la suite, il va faire penser à Félix le chat, qui cartonnait à ce moment-là. Ou alors par la suite, il va avoir des allures presque de Mickey dans les années 1930, avec un côté un petit peu plus rondouillard, etc. C'est-à-dire qu'en fait, du personnage d'Herriman, on va juste garder le nom, un peu comme une espèce de marque déposée, mais dans lequel on va déverser les codes graphiques à la mode. Et c'est tout. Et le personnage ne ressemble absolument plus à rien. Et... Oui. Oui, c'est extrêmement disparate de ce point de vue-là. Et donc, parmi les dessinateurs qui vont déplorer cette situation, il y a un certain Winsor McCay qui, lui, fait partie des rares à considérer le dessin animé comme une forme d'art à part entière. Et est-ce que vous connaissez déjà ce nom, Winsor McCay? Alors, il s'agit de l'auteur de la bande dessinée Little Nemo, qui fait partie, donc, à l'instar de Krazy Kat, des œuvres majeures de l'histoire de la BD, avec l'histoire donc du petit Nemo qui, tous les soirs, s'endort et se réveille au royaume de Slumberland, où il va vivre des aventures complètement fantaisistes qui toutes tourneront mal au point qu'il se réveillera toujours en sursaut en tombant de son lit. Et donc une BD qui va s'étendre sur plus d'une décennie. Et McCay va tout simplement se fixer un pari en dessin animé en 1911, où il va donc réaliser un court-métrage, tout simplement nommé Little Nemo, dans lequel il va donc donner vie à ces personnages tels qu'ils sont publiés donc dans le New York Herald. Donc Théo, si tu peux trouver le film, donc Little Nemo 1911. Voilà, et passer le film à partir de 8 minutes et quelques, lorsque nous avons donc l'animation avec les dessins qui passent en couleur. Donc si tu peux partager Voilà, à cet endroit-là, c'est parfait.
En cliquant sur YouTube. Voilà, c'est parfait. Voilà. Vous allez voir, il est un peu bizarre au début parce qu'il ne va pas forcément faire ce que vous voulez. Souvent, parce que vous avez quand même des pinceaux de jeu, un forme de trame. Vous savez, j'avais un pinceau petit, là, c'est comme ça. Ce que je veux, c'est vraiment avoir une zone d'influence maximale. Sur un pinceau qui peut faire énormément de zones. Vous avez vu que je vous ai également avec la symétrie active. Alors, ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Quand vous avez un boulot à faire dans votre brush, faites toujours tout en symétrie pour commencer. On viendrait faire la symétrie des choses, plus ou moins sur les 10 derniers pourcents de votre travail. Par il y a même encore plus efficace, faites tout en symétrie. Envoyez ça dans votre logiciel sur le modèle de modèle. Faites votre modèle en symétrie. Et ensuite, on va assigner la symétrie dans les deux cas après ça. OK? Ah, Donc là, nous avons... donc là, on est sur un film qui a eu un énorme retentissement au moment de sa sortie, puisque globalement, donc on avait donc des cartoons qui étaient assez pauvres artistiquement et qui restaient encore très théâtraux dans leur mise en scène, à savoir donc qu'on était sur un point de vue très théâtral, très frontal, avec les personnages qui sont disposés de part et d'autre de la scène, avec en guise d'occupation de l'espace, principalement des entrées et des sorties de champs, par la gauche, par la droite. Et là, cette fois-ci, nous avons des personnages qui tournent sur eux-mêmes et qui évoluent, vous l'avez vu, donc à l'avant-plan, à l'arrière-plan, donc vraiment avec une impression de volume et de profondeur comme jamais on en avait vu à un tel niveau dans un dessin animé de 1911, hein, je rappelle, à tel point qu'il y a une partie du public qui était persuadée que ce n'était pas des dessins, que c'était des marionnettes filmées. Et donc même si on est sur un film qui est encore très expérimental, puisqu'on est juste sur une succession donc, de séquences éparses sur fond entièrement blanc, sur un fond abstrait, eh bien, on retrouve malgré tout l'unité graphique des personnages tels qu'ils sont dessinés par Mackay dans les pages du journal, qui est miraculeusement préservée, j'ai envie de dire, même si c'est un petit peu ce qui confère à l'ensemble une certaine raideur, à un côté un peu rigide au personnage, mais globalement, on reste en tout cas sur une performance extrêmement impressionnante avec de beaux morceaux de bravoure, notamment le moment où nous avons le dragon qui part de façon sinueuse vers l'arrière-plan, donc qui reste toujours très impressionnant
très impressionnant à voir. Et par la suite, donc, Mackay va réaliser d'autres courts-métrages, et un en particulier, réalisé en 1914, qui s'intitule Gertie le dinosaure, et qui va véritablement constituer le prototype du dessin animé, du cartoon moderne, avec un personnage qui donc a été conçu spécifiquement pour le dessin animé. Je réessaie, sait-on jamais. Bon, j'imagine que vous voyez toujours rien. Putain. Ah, ça y est. Ouais, je sais. Alors, il faudrait avancer à... Parce qu'il y a toute une intro. Voilà, directement là. Voilà, ici, c'est très bien. Voilà.
Voilà, c'est bon. On peut s'arrêter là. Bon, je pense que c'est pas la peine que je rallume la caméra étant donné que les autres voient rien. Et donc là, on est sur l'une des œuvres qui a été l'une des plus influentes donc des cartoons des premiers temps, puisque là, cette fois-ci, on est sur un personnage qui a été pensé spécifiquement pour le dessin animé. Donc, à travers donc le personnage de Gertie, qui déploie toute une palette dans le de relever scénique, à savoir que Winsor McCay est présent sur la scène pendant le film avec, tant mieux, avec un costume de dompteur, un fouet, qui s'adressait donc directement à l'écran, comme s'il s'adressait donc à Gertie, en lui demandant donc d'effectuer des tours qu'elle effectuait de bonne grâce ou non. Donc là, évidemment, ce qu'on a vu, c'est la version cinématographique avec les cartons d'intertitres pour les dialogues. Et vers la fin, donc, nous avions McCay qui passait par une ouverture derrière l'écran pour donner l'impression qu'il rejoignait en personne donc le Gertie. C'est-à-dire que par rapport aux autres films qu'on a vus précédemment, Humo Spaces et Phantasmagorie, où on est donc le créateur qui décidait et qui se retirait. Donc, c'est-à-dire qu'on avait le créateur au devant de l'image animée. Et bien là, on a le créateur qui est à l'intérieur de l'image animée dans un début donc d'interaction entre les différents mondes. Et le tout donc complété par toute une succession de petites animations secondaires qui faisaient vraiment toute la différence, c'est-à-dire le cycle de respiration de Gertie lorsqu'elle se tape un roupillon ou qu'elle se gratte le museau avec le bout de la queue, etc. Toute cette somme de petits mouvements qui fait que l'on croyait à la vraisemblance de ce personnage qui respirait, qu'il était vivant. Le tout selon un fixe lequel on va véritablement exploiter le moindre élément et nous faire éprouver donc la matérialité, la vraisemblabilité de ce monde, avec l'arbre qui est dévoré avant que le tronc soit arraché, avec les petits morceaux de terre qui se détachent des racines.
la surface de l'eau également qui est mise à l'honneur lorsque Garty balance le mammouth déjà dans le lac et que ce pont en l'aspergeant au point qu'on ait le jet d'eau qui envahit carrément l'écran, en effet, qui a toujours ce en quoi Garty veut se venger en saisissant dans sa gueule une pierre qui, vous avez vu, première fois, on nous fait éprouver le poids de cette pierre, qu'elle va rater une deuxième fois, la balancer de et donc avec la fin donc où elle va carrément tout le lac avec le père sur le tien qui au point de tomber, c'est-à-dire que toutes ces actions, tous ces éléments véritablement exploitent et contribuent à la vraisemblance de la. Et c'est à ce moment-là donc que les producteurs se rendent compte que moyen pourrait faire de ce vol. Donc non seulement Guerrier a été le film par lequel toute une génération de réalisateurs qui ont été marqués par film et qui va susciter vocation. Et cette année-là, c'est le où il va y avoir donc les brevets qui vont commencer à pleuvoir avec notamment l'arrivée du cellulo, donc les feuilles d'acétate de cellulose sur lesquelles on va peindre les éléments à l'encre et qu'on va ensuite gouacher sur le verso pour pouvoir ensuite les apposer sur les décors sans avoir besoin de redessiner à chaque fois les décors, ce qui est le cas donc de Garty qui est du simple dessin avec qui a donc été redessiné sur les 10 000 dessins qui composent donc l'animation complète. Même si pour le coup, Mackay avait des assistants spécialement pour les décors. Il n'était pas fou non plus. Voilà. Et malheureusement, donc, Mackay continuera à réaliser quelques petits courts-métrages, mais il ne parviendra jamais à retrouver, à renouer avec ce sommet qu'a été donc Garty. Et c'est son activité d'auteur de bande dessinée qui va prendre le dessus, malheureusement. Et il faut dire aussi qu'il avait été, au début des années 20, pas mal aidé par l'industrie du dessin animé. Toujours. Et qui disait, lors d'un repas qui réunissait les professionnels du milieu, j'ai toujours considéré le dessin animé comme une forme d'art. Quand je vois ce que vous en avez fait, c'est-à-dire un commerce, je me dis, c'est un énorme gâchis. Mais malgré tout, donc, l'industrie va continuer à être régie par cette même logique d'adaptation de personnages de BD en dessin animé, avec donc les approximations que ça suppose. J'en reviens donc au cas de Krazy Kat, donc. Et donc, suite à ça, il va y avoir en guise de réaction la création donc, de celui qui sera la première vedette de l'histoire du cartoon, qui est donc pas du tout. C'est donc Félix le chat, qui est donc le premier personnage à avoir suscité énormément de produits dérivés, c'est-à-dire des jouets, de la nourriture, matériel scolaire, textile, etc. Et qui était absolument partout. Il y avait une véritable Félix mania durant donc les années 20. Donc à travers ce personnage créé par Otto Messmer et qui a donc remporté énormément de succès parce qu'il a été conçu spécifiquement pour le dessin animé, même si par la suite il sera donc décliné en bande dessinée, sauf que la BD pour le coup ce sera le produit dérivé et non pas l'œuvre originale. Et l'avantage de Félix, c'est que c'était un personnage entièrement constitué d'un aplat de couleur noire, ce qui donc facilitait le travail des animateurs, mais surtout parce que cette masse noire, cette masse d'encre qui compose tout simplement le toon,
pouvaient donc être utilisés de toutes les manières possibles et imaginables, c'est-à-dire que le personnage, on pouvait l'écraser, on pouvait l'étirer, le faire s'aplatir, rapetisser, liquéfier, transformer en objet de toutes sortes, etc. et donner lieu à toute une série de gags donc, qui ne pouvaient véritablement avoir de sens qu'au travers du déploiement du mouvement dans le temps, à travers le dessin animé. Et en ça, donc, le personnage a donc marqué les esprits. Alors là, pour le coup, je vous mets juste la référence. Vous regarderez le film de votre côté, parce qu'on n'aura pas trop le temps. Donc, un cartoon de Félix qui s'appelle Dines and Pines, qui est un assez bon exemple de l'imagerie parfois un peu surréaliste, un peu bizarroïde, que pouvaient prendre donc ces cartoons. Donc, celui-là, vous le regarderez de votre côté. Faut dire aussi que c'est un peu à travers Félix que va naître aussi l'un des principaux standards de l'animation par l'intermédiaire d'un certain Bill Nolan, qui à l'époque était considéré comme l'un des animateurs les plus brillants de sa génération, qui va prendre le design originel de Félix, qui était assez anguleux au début, et qu'il va réaffiner, le rendre plus rondouillard, un petit peu plus aimable, et donc correspondre au modèle graphique que l'on connaît, et qui va être à l'origine de ce qu'on appelle communément Rubber Rose Animation, donc littéralement animation en tuyau de dosage, qui consiste donc à structurer les passages de dessin animé en forme ronde, donc plus aimable, donc qui sont plus faciles pour les amateurs, qui elles-mêmes sont reliées par et de manière de tuyau d'arrosage, et va donc définir le standard donc des cartoons à moitié des années 1920 jusqu'à la fin des années 30, ce qui va être l'archétype et le style des personnages de cartoons vont finir plus ou moins calqués pour le même mode. Plus ou moins tous se retrouvent. Évidemment, jeu vidéo comme Cuphead est un pur hommage à donc Rubber Rose, qui a véritablement défini le visage du cartoon. Donc, et parmi donc, les qui vont s'inscrire dans ce Rubber Rose Animation, bien un jeune inconnu qui va d'ailleurs poser assez rapidement parce qu'il s'est rendu compte qu'il était doué pour des idées, moins pour mettre en pratique, mais par contre, c'est plus ça même dirige les équipes et les gens. C'est un Walt Disney. Effectivement, c'était assez peu connu dans les années 1920 et qui donc a signé un contrat en tant que prestataire indépendant pour l'Universal, pour un personnage qui s'appelle Oswald de Lucky Street. Donc, personnage début difficile avant de se faire une petite place où déjà on la drôlerie, l'inventivité et le soin apporté et ce succès, eh bien, le contrat avec Universal arrivant alors à sa fin, eh bien, Disney se dit qu'il va pouvoir renégocier les termes de son contrat et demander un budget un peu plus élevé pour pouvoir chaque fois s'acter vers le c'est vraiment la technique cœur de si on veut véritablement se première course, eh ben, il faut à chaque fois toujours repousser un peu plus les limites et porter véritablement énormément de soin à l'histoire. Trouver déjà des histoires et être à même de pouvoir les
presque les sublimer par la technique. Et donc, à ce titre, on va voir Charles Mintz, son distributeur universal, qui annonce seulement il n'y aura pas de il y aura de la baisse. Il est l'équipe érodée, donc elle est de pouvoir répondre à la demande croissante animée, et que de toute façon, puisque Mintz a évolué complètement à son insu l'intégralité de son studio. Voilà, si vous vous demandez d'où vient le nom du méchant dans la Mintz, vous savez. C'est un d'œil à Charles Mintz, donc l'ancien distributeur de Disney, qui lui a donc piqué ses animateurs. Et donc forcément, Disney va prendre ça pour une trahison et refuse donc les termes de Mintz en disant non, je ne peux plus bosser avec les gens qui m'ont trahi, je me contente juste de terminer les Oswald pour lesquels je suis toujours sous contrat et je me barre. Pardon ? Par rapport à ce qui... Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, il s'est dit que plus jamais il ne filera le copyright de ses créations à quiconque, puisqu'il s'est rendu compte, évidemment, que Oswald ne lui a jamais appartenu, puisque c'était un travail de commande pour la Universal, il était prestataire, il a reçu une commande pour ça, le personnage a appartenu à Universal dès le départ. Là où Disney était jeune, évidemment, et était naïf, c'est qu'il pensait qu'il était irremplaçable, qu'il était le seul à pouvoir amener donc la série au niveau que lui estimait pouvoir l'amener. D'une certaine manière, c'était un petit peu le cas, puisque ça a été repris par la suite par Walter Lantz, le futur créateur de Woody Woodpecker, et ça s'est ensuite énormément affadi. Bref, toujours est-il que Disney s'est retrouvé avec une équipe réduite à peau de chagrin, et celui-ci doit donc trouver un nouveau personnage en catastrophe pour sauver son studio. Et donc c'est là qu'il va créer, forcément, cette fois-ci, ça y est, Mickey Mouse. Problème, aucun distributeur n'en veut. Il réalise donc deux premiers cartoons, Plain Crazy et Galloping Gaucho. Seulement voilà, quand on est un jeune créateur indépendant, à une époque où les majors ne s'occupent pas seulement de la diffusion, distribution, mais aussi de l'exploitation, parce qu'ils ont le monopole sur la propriété des salles de cinéma, que tu es indépendant et que tu t'es brouillé avec Universal, dans un petit milieu qui est celui du dessin animé où tout se sait, ça n'aide pas. Donc, Disney se dit, il faut qu'on propose le truc que la concurrence ne propose absolument pas. Et quel est ce fameux truc qui va faire toute la différence? C'est la technologie du son. Et lui et son équipe vont s'atteler à faire un cartoon musical et sonore avec Steamboat Willie, le troisième court-métrage de Mickey. Mais le problème, c'est qu'au moment où il commence à essayer de peaufiner le principe, eh bien, il se rend compte qu'un certain Paul Terry, qui est tout simplement le roi du cartoon à la chaîne, donc c'est-à-dire réalisé avec très très peu de moyens à l'économie, en utilisant beaucoup notamment de cycles d'animation ou en séparant sur plusieurs cellulos les différentes parties qui composent un personnage pour ne pas avoir à redessiner les parties fixes d'un mouvement, eh bien celui-ci va travailler sur un cartoon sonore sorti en 1928 qui s'intitule Dinner Time, que je ne vous montrerai pas pour épargner vos yeux et vos oreilles, étant donné que la première fois, Disney s'est dit « on arrive trop tard, Terry nous a damé le pion », et lorsqu'il sortira de la séance de Dinner Time, il appellera aussitôt son frère Roy pour lui dire que c'est la chose la plus horrible à laquelle il a jamais assisté et qu'ils n'avaient absolument aucun souci à se faire de ce point de vue-là, tellement c'était mauvais. Et quand on regarde et qu'on écoute Dinner Time de Terry, eh ben on se rend compte que celui-ci a juste fait un cartoon muet
comme tout ce qu'il fait à la chaîne, auquel il a juste rajouté par-dessus une musique extrêmement générique, avec juste quelques petits bruitages éparses, et c'est tout. Il n'y a pas de véritable plus-value apportée par le son. Juste une espèce de surcouche sonore, mais qui, à l'arrivée, n'apporte rien. Et c'est donc quelques mois plus tard qu'arrive le court-métrage de Mickey, Steamboat Willie. Donc Théo, si tu peux nous faire un partage d'écran pour... Exactement. Qui va donc devenir l'emblème par la suite des studios Disney classiques. Donc Théo s'occupe du partage d'écran. Alors par contre, si tu peux activer ton micro pour qu'on ait du son. Oui. Ah. Ouais, sauf que là, je suis branché. Bon. Est-ce que vous entendez du son? Non. Attends, je sais, il faut cliquer sur un peu le son. Sinon, il faudrait que tout le monde regarde. Ou alors sinon, chacun le regarde. Oui, voilà. On regarde de notre côté au pire. Oui. Je crois que le plus simple, c'est encore de faire ça que chacun regarde de son côté. Donc voilà, on va partir là-dessus. Je vais juste, moi, le mettre en guise de timing. Sinon, attendez, je vais couper mon micro et mettre le son pour les gens qui sont présents.
Ok, donc c'est sur le visionnage de Steamboat Willie que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Alors, autant je déplore le fait que je sois le seul cours que vous ayez pour la journée du jeudi, autant dans la mesure du possible, j'aimerais pouvoir privilégier le présentiel, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, je perds déjà une partie de mon salaire avec 4 heures de train pour venir jusqu'ici, et c'est justement pour ne pas avoir à faire du distanciel, étant donné que c'est ce que j'ai fait durant mes 2 dernières années chez Axe Sud. Donc, je ne sais pas si vous vous représentez ce que c'est que d'enseigner à une liste de noms sans jamais avoir vu un seul visage humain pendant 2 ans. Donc, si, dans la mesure du possible, on pouvait privilégier le présentiel, je vous en remercierais grandement, parce que là, vous avez vu les conditions dans lesquelles c'est, avec le partage d'écran qui ne fonctionne pas, là, c'est pas possible, quoi. En tout cas, je ne me vois pas continuer dans ces conditions-là, quoi. Sachant que, je vais déjà faire le présentiel pour le mois d'octobre, et ensuite, en fonction de ma situation financière, en fonction de ce que ça me coûte, je réajusterai. Peut-être qu'il est possible que j'alterne avec un coup en présentiel, un coup en distanciel, etc. Enfin, je verrai. Mais voilà, si j'ai l'occasion de pouvoir enseigner face à des êtres humains avec qui je peux interagir véritablement, je peux vous dire que ça change absolument tout, quoi. Donc voilà, j'espère que mon appel a été j'espère que mon appel sera entendu. Donc là-dessus, je vous quitte et on se retrouvera donc la semaine prochaine où on fera donc un petit débrief de ce Steamboat Willie et en poursuivant donc sur le cartoon américain classique. Donc merci tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine. Bien sûr. Aujourd'hui,